Sûrement. Alors, je m'appelle Georges Bourras, Yorgos Bourras. C'est vrai que le film de Madame Nourir Aviv, c'est une rencontre pour moi aussi. Parce que après ces cas cliniques que j'ai présentés dernier septembre avec un garçon de 2 ans et demi qui avait un problème à prononcer le R, ro en grec. Et on a fait le chemin. Nous on allait tout de suite à faire une logothérapie et une égothérapie à cause de ces problèmes-là. Mais commencer une analyse et trouver finalement, parce que ici je peux dire son vrai nom. Son vrai nom était Hector, Hectoras. Et c'était un cas d'une vraiment résistance pour survivre, de ne pas dire l'air, l'héros, parce que quand il est né, sa grand-mère maternelle voulait lui donner le nom de son oncle mourant au dernier stade de cancer. Et le nom de cet oncle était Patrocle. Vous croyez que ça donnait ça? Alors, je vous remercie de votre invitation pour participer à cette présentation de votre film concernant l'héros. Je commence en disant que la lettre Rho, en grec, R en français, premièrement nous fait nous déplacer. Je suis ici. Circuler comme tous les gens du film l'ont fait à peu près. Voilà que je me trouve alors à Paris pour commenter cette lettre particulière qui me fait aussi voyager et circuler. C'est vrai que Socrate, dans le texte de Kratilos de Platon, souligne que la lettre Rho semblait à la personne qui a donné le nom comme un moyen efficace de désigner les mouvements et les déménagements. Il utilise d'ailleurs un de nombreux mots. D'abord dans le verbe reo, roi, s'écouler, avec lequel il imite les mouvements. Puis dans le mot tromos, tromos, l'atterrir. Et dans le mot trejo, courir. Et dans des expressions similaires telles que cruin, frapper, thravin, casser, etc. Tous des mots qui déclarent un fort mouvement. Socrate pense que le nominateur des choses a observé peut-être que la langue, lorsqu'elle prononce le mot rho, ne s'arrête pas, mais elle se bouge constamment. C'est pourquoi, selon Socrate, que la lettre rho se trouve dans ce nom et il souligne une relation étroite entre l'héros avec la pulsion, essis, ormi, pulsion de vie. Héraclite parle aussi de ce mouvement d'Iro, tapada ri, tout s'écoule, tout bouge. En proférant l'héros coule et se bouge constamment cette lettre-là. Peut-être c'était à cause de son caractère errant et en constant mouvement qu'Héro arrive à avoir une place privilégiée dans l'expression des états d'âme et des conflits intrapsychiques. Sa prononciation ou la difficulté à être prononcée arrive quelquefois à souligner des choses importantes de la structure même du sujet et de sa relation à son histoire, de ses rencontres, de ses conflits. La difficulté à prononcer l'héros dans les histoires des personnages du film est étroitement liée aux événements de l'histoire familiale, de sa candée, relation au père,
immigration, au trauma individuel ou collectif, occupation, extermination de l'autre étranger, et de sa rencontre avec la vie du sujet. Et la difficulté ne se cristallise pas seulement avec la prononciation. La lettre Ro, dans ces histoires, acquiert le niveau et la valeur d'un trait distinctif pour le sexe, pour la nationalité, même pour la survie du sujet. La lettre Ro vient ordonner et à conditionner la scène signifiante, comme un nom propre qui ne peut se traduire dans sa totalité et il se transfère et voyage tel quel, l'héros garde sa valeur et son rôle distinctif, même dans le déplacement et l'immigration du sujet. L'intégration dans un autre pays ou dans une langue étrangère ne peut pas annuler le point inconscient qui véhicule via la prononciation d'Hiro, qui écrit et où s'inscrit le sujet, même quand quelqu'un a réussi à prononcer l'héros d'une manière différente. La différenciation inclut à jamais les points de départ, et ce serait très important d'avoir amené et créé une nouvelle et meilleure situation pour la vie du sujet. Peut-être c'est à cause de ça que la majorité des personnes qui parlent dans ce film s'occupent de l'écriture, de la traduction, du passage d'une langue à l'autre. Ils ne sont pas restés piégés dans le trauma ou la difficulté, mais ils ont réussi finalement à travailler et analyser les relations avec les héros de leurs histoires et sont parvenus à la construction et à l'extraction d'une lettre Ro vivante, en circulation, en mouvement. Le passage d'une langue à l'autre semble donner l'appui nécessaire pour ça. Dans la clinique psychanalytique avec les enfants, je me souviens toujours du conseil de Dolto, interroger l'enfant sur d'où lui vient son prénom, à articuler avec l'analyse de l'histoire du nom familial. Le prénom comme un trait distinctif de la place imaginaire de l'enfant dans le désir de sa mère et de ses parents en général. La langue n'est pas seulement un code de communication avec des sons et des symboles. À travers elle s'expriment les traits essentiels qui marquent le sujet dans son existence et qui demandent d'être entendus pour que le sujet ait l'occasion de vivre sa vie authentiquement. Sur ce point, j'aimerais partager avec vous une autre inscription dans le langage d'un traumatisme collectif qui a touché cette fois ma famille paternelle. En Grèce, durant la période de 1946-49, nous avons connu la guerre civile entre les nationalistes et les démocrates. C'était au cours de cette période que le baptême de mon père a eu lieu et qu'il a fallu lui donner deux prénoms. L'un comme héritage des nationalistes, Panayotis, un prénom chrétien orthodoxe, et l'autre Pelopidas, un prénom grec ancien, comme contribution des démocrates et tentative de retour à un passé glorieux. Il fallait prendre des prénoms pour que mon grand-père paternel puisse se trouver à l'abri de cette guerre civile. Ainsi, dans le prénom de mon père est inscrite la guerre civile grecque. En grec, nous avons aussi un autre exemple où une lettre se trouve exclue à cause de sa valeur significative que les textes lui rendent. Dans le texte du symbole de la foi chrétienne orthodoxe, Pistevo, isen en Θεό, Patera Padokratora, le symbole de la foi, ce texte-là, n'existe pas la lettre Psi. Parce que selon l'Église orthodoxe, ce texte contient toute la vérité de la foi et seulement la vérité, sans avoir dedans aucune mensonge,
aucune psema. Pour conclure, je trouve aussi très intéressant que votre film apparaisse après cette période de pandémie de Covid-19, qui nous obligeait vraiment tous à nous arrêter de circuler, de voyager et même à vivre. Et c'est vrai, votre film réussit à nous donner à nouveau le plaisir du mouvement, du voyage à Paris et des rencontres entre les gens. Merci beaucoup. Merci. Alors, il n'y a pas de fenêtre, ou presque pas de fenêtre dans ce film. Contrairement à beaucoup de films de Nourit. Pas de fenêtre, mais du souffle et des couleurs. Nous ne sommes pas à la fenêtre du monde, mais tout près de son cœur, où pulse le vivant, le rouge du sang, le rouge de la lettre R, quand elle ronfle, qu'elle roule, qu'elle rugit. Le souffle, cette part de la voix qui part dans le vent, qui s'en échappe, qui est l'idée dans tout ce qu'on perçoit, n'est que mouvement, comme une présence incorporelle du désir. Le souffle, c'est aussi la couleur dans le film de Nourit, et dilatée ou contractée, chaude ou froide, la couleur rend visible l'émotion, notre émotion devant ce film. Le souffle est la part aphonique de la voix lorsqu'elle parle dans le vent, ce vent qui agite les fleurs filmées ici de si près. Mais chaque fois que la voix prononce une lettre, elle met en jeu sa part phonique qui se divise entre pensée et sensation, entre abstrait et concret. Une lettre a deux abords. Muette, elle s'écrit, et s'écrivant, elle se voit et se lit. Sonore, elle se dit, et se prononçant, elle s'entend. La lettre R, déjà divisée entre sensoriel et psychique, comme toute autre lettre, devient errante de se prononcer tantôt en guttural, tantôt en roulé, engageant chaque fois un geste différent. Roulée, elle fait vibrer la langue contre le palais et les dents, gorge ouverte, portée par l'appui du souffle. Gutturale, elle racle le fond du palais, gorge fermée. Comment une même lettre, ce R, a-t-elle des prononciations si différentes qui engagent chacune une autre partie du corps? Comment le R joue-t-il à la fois sur l'aphonie et sur la phonie d'un crachement ou d'un roulement? Le R roulé, celui du russe ou de l'italien, chanté comme une voyelle, ne brise pas l'onde sonore. Au contraire, porté par le souffle, il bourdonne, ronfle, monte et descend, et il disparaît dans le mouvement du vent. Le R guttural, qu'on trouve en arabe ou en hébreu, par contre, s'accroche au palais et à la gorge. Il interrompt le son, il le suspend, il fait silence dans la phrase émise, une seconde. C'est sa part d'aphonie. Qu'est-ce qui produit cette R du R, E2RE ou AIRE? D'où fait-elle trace? De quelle origine ou de quelle filiation du parler vient-elle? Des migrations ont pu la métamorphoser, c'est l'arabe ou le créole, ou le coloniser, le yiddish des confins. Des racines ont pu marquer l'identité dans les dialectes même norvégiens ou dans la trace du persan en hébreu. C'est un shibboleth qui peut dénoncer l'intrus ou l'étranger. Cette R supporte aussi une différence, la différence de la vie et de la mort dans l'histoire du pérécile haïtien, ou la différence des sexes, la langue masculine rugissante,
la langue féminine caressante ou absente. Au tout début, avant de s'écrire, la lettre R ne fut qu'un son particulier dans chaque langue, chez chaque sujet. Sa toute première trace dans le psychique et auditive, portée par la matérialité sonore de la chose-voix. Trace errante, d'abord divisée entre bruit de voix, le concret, et opposition sonore distinctive, l'abstrait. Ainsi, de la différence entre une lettre et une autre, se produira le mot. C'est l'attache entre la voix et le mot, entre donc le son et le mot, qui empêche la lettre d'errer à l'intérieur du mot lui-même. Entre l'intonation de la voix qui prononça un jour ce mot-là et la part verbale du mot, de ce mot aphonique, puisque le mot lui-même, même s'il s'entend, n'émet aucun son. La mémoire est présente plusieurs fois, dans les choses d'abord, puis dans les mots. Les traces errantes des choses, disons les sons, deviendront un premier écrit de choses, ombre d'objets, dit Freud. Elles sont le fantôme de la réalité, le fantôme de la relation au monde, le reflet représenté de ce que nous appelons réalité. La paille des mots, leur surface légère de vue et d'entendu, a d'abord porté ce grain des choses qui écrit voix, regard et toucher. Puis, à force d'écriture successive inconsciente, la lettre tissera avec la voix qui la prononce, avec le geste qui l'alourdit ou l'allège, avec l'émotion qui la colore, un texte, le texte des souvenirs qui sera conduit jusqu'à la parole ou l'oubli. Je m'appelle Rabinovitch. Longtemps, c'est sous ce seul nom que je me suis présentée, sans prénom. Enfant, je ne savais pas prononcer le R. Je disais que je m'appelais Abinovitch. Mes parents désespérés me faisaient répéter « Le chat mange la souris et le A ». Un jour, j'avais 4 ans, mon père m'emmena en ville avec lui. C'était une assez longue promenade à pied. En marchant, il me parla de Dieu. Une fois rentré à la maison, j'allais trouver ma mère à la cuisine immédiatement, dans la vague idée de me faire pardonner cette légère infidélité. Elle épluchait des légumes. Je me suis exclamé, tiens, des carottes. Le R était arrivé, tout le monde fut ravi. Comment une lettre échappe-t-elle à une première inscription, à sa première inscription? Il ne s'apprend que plus tard, après la fabrication des souvenirs. Est-ce que c'est sa fonction de voyelle, alors qu'elle est sonore, elle est consonne, qu'il absente dans certaines langues en Asie, en Afrique, ou dans la jeune enfance? La conversation avec mon père fait penser que l'évocation de l'imprononçable du nom de Dieu a pu résonner avec l'imprononçable de la première lettre de mon nom, qui était aussi le sien. Dans cette conversation, qui, de ne s'être jamais répétée, me devient inaugurale. De l'abstraction divine ou paternelle à l'intimité de la langue dans la bouche, s'ouvre une fenêtre, peut-être celle de la lettre hébraïque qui dirait le commencement. Voilà, alors comme les personnages qu'a interviewé Nourit, j'ai raconté un souvenir d'enfance. Peut-être que c'est que le vrai personnage du film, c'est la lettre R, qui erre d'un personnage à l'autre. Lettre errante Nourit commence exactement là où se terminait ton film précédent, des mots qui restent. C'est-à-dire, et cela ne surprendra personne ici,
avec la poésie, marque de fabrique qui donne son style à chacun de tes films. Mais la poésie qui fait le raccord entre tes deux derniers films est d'un genre particulier, puisqu'elle chante des vers sans paroles et renonce à l'usage des mots pour s'attacher à la poétique des sons. Poésie sonore donc. Dans les derniers plans des mots qui restent, on assiste à la performance de l'intervenante qui chante sa composition, un assemblage de flocons phonétiques de langues venues pour elle d'Orient et d'Occident, qui invente une langue nouvelle à partir de tout ce qui est passé dans le corps, son ouïe et sa bouche, précise-t-elle. Un autre morceau de poésie sonore, écrit lui en 1932, ouvre le film de ce soir, et tu prends soin d'indiquer à l'écran, d'emblée, sans attendre le générique de fin, manière de nous indiquer par où ça va passer cette fois, le nom de l'auteur de l'extrait entendu, Kurt Schwitters, son interprète, Jaap Blonk, et le titre, Oersonate. Une sonate originaire qui aurait traversé plusieurs générations de langues avant de nous parvenir. Jubilation de la vocalise, pur moment pulsionnel. Les images qui accompagnent l'Oersonate sont filmées au plus près, comme collées à l'objet, ce que t'a permis ton iPhone, je crois. Ces premiers plans ne permettent pas de saisir tout de suite qu'il s'agit d'herbes hautes balayées par le vent. On pense plutôt avoir affaire au peulage et au grognement, au rugissement d'une bête menaçante. C'est qu'il y a du sauvage dans le r. Puis le rythme ralentit, le ton s'adoucit, on croit même entendre un son proche de baby, et l'on pense alors à la langue intime, sans paroles articulées ni aucun sens, que chantent rien que pour eux les mères à leur nouveau-né. C'est la poésie phonique d'un langage sans aucun sens, babyle du tout petit autant que chanson de la mère, Lacan dirait la langue, qui trace le passage entre des mots qui restent à la lettre errante. Des mots qui restent, des paroles qui ne s'envolent pas, parce que les mots de l'autre, des autres qui en ont tenu la place dans l'enfance, constituent les traces imprescriptibles des premiers entendus. Tout aussi indélébile, même si écrit à l'encre sympathique, est le tracé de la lettre, cette grande voyageuse dont le son navigue, s'envole d'une langue à l'autre. Verba manante, scripta volante, les paroles restent, les écrits s'envolent, dit si justement un rêve de Solal. Il y a des mots qui restent, dont on se souvient, alors même qu'on ne parle plus ou presque ces nombreuses langues judéo-arabes, toutes écrites avec les mêmes lettres hébraïques. Et il y a la lettre R, dont la couleur et le son, c'est-à-dire le vu et l'entendu des premières traces, vogue, ballotté au gré d'un accent, d'une prononciation, reste d'une langue maternelle ou grand-maternelle qu'il aura fallu oublier. Mais si le sujet arrive à oublier, la lettre, elle, comme l'inconscient, n'oublie pas le sujet. D'être exilé, oublié, refoulé, la lettre R, héroïne de ton film, voyage d'un récit à l'autre, d'une langue à l'autre, d'un corps à l'autre, puisqu'être bilingue, c'est avoir deux corps et se traduire en permanence, dit Luba Jürgenson, qui a retrouvé dans la lignée paternelle la trace du R qu'enfant elle ne parvenait pas à rouler, comme il n'est pas d'usage dans cette autre langue, le yiddish, tout autant non reconnu que le nom de son père. D'habiter des corps sexués, la langue, et aussi bien la lettre, peuvent donc se décliner masculine ou féminine, nous disent deux intervenantes du film. La lettre, qui avait déjà une histoire, un caractère, un mouvement, une origine mythique, une forme, un son, un tracé écrit, une couleur, a aussi une odeur, odeur dit féminin, parfum de femme, ou sinon viril,
comme ce R phallique que le père du futur écrivain norvégien enrage de voir son fils un jour prononcer. La lettre bicéphale relève du phonème et de l'écrit. Le phonème en est sa part errante. C'est le son qui offre son voyage à la lettre. La lettre écrite, elle aussi, R, et avec elle le sujet, du moins jusqu'à ce point de rencontre avec son inconscient qui lui permettra de trouver sa lettre, se faire la dupe de son inconscient pour moins errer. Car comme s'entend l'équivoque lacanienne, les non-dupes errent. Visiblement, c'est la surprise du film, nous sommes plusieurs à connaître une histoire avec la lettre R. De désigner le réel jusqu'à s'en faire le symbole, le R serait-il plus qu'une autre la lettre du trauma? Le film le montre. Et si je peux raconter la mienne, c'est une histoire de R qu'un lapsus calami, écrit donc, a longtemps intercalé entre les lettres du nom du premier analysant qui m'a fait analyste. D'avoir écrit la lettre dont le son muet ne pouvait se faire entendre, j'ai pu un jour la lire et en être percuté par sa sonorité. La lettre trimballant un réel qui ne cessait pas de ne pas s'écrire m'était parvenue. Le R a cessé de basculer d'un nom à l'autre, mon nom est devenu possible. Lacan a raison, l'écrit c'est le retour du refoulé. Il dit aussi que c'est l'espace du lapsus qui n'a plus aucun sens, la lettre venant d'y basculer, qui nous assure seulement qu'on est dans l'inconscient. Quant aux 6 histoires du film, chacune est introduite par un plan où l'on voit des arbres en fleurs ou des fleurs sur leurs tiges, toutes soufflées, balayées par un vent de poésie sonore. Les fleurs y apparaissent d'abord en noir et blanc avant de se colorer. C'est qu'il faut un enfant, et si possible sa synesthésie, pour voir la couleur du son de la lettre, et ce sera l'évocation infantile de chaque intervenant. On le voit apparaître, d'abord marchant à l'extérieur, dans un parc, un jardin, un bois peut-être, pendant que sa propre voix off le présente dans sa langue maternelle. Puis, on le retrouve à l'intérieur de son appartement, où il reprend sa voix et son dire, cette fois dans l'autre langue. Mais ce sont les 2 langues ensemble qui font l'habitat. La langue de l'enfance n'est pas restée dehors, avec les fleurs dont les plans viennent s'intercaler au milieu du récit. Le va-et-vient entre les 2 corps du bilinguisme est devenu sa maison, dit Luba Jorgenson. Les protagonistes sont filmés entourés de leurs livres, écrivains, traducteurs, enseignant la littérature, auteurs, chacun est homme ou femme de lettres. Mais s'ils ont tous à voir avec la lettre, c'est en tant que lettre qui borde le trou dans le savoir. Une lettre plutôt littorale que frontière donc, qui se situe sur la rive, celle de la rivière du massacre, nommée en souvenir du massacre du Péréil, version moderne du récit biblique du Chibolette, prononcé, lui, sur la rive du Jourdain. Cette fois-ci, dans le film, pas de fenêtre cinéma qui rappelle le déterminant cadrage. Elles se sont envolées. Mais d'autres, nouvelles ouvertures, comme ces portes entrebâillées que l'on aperçoit derrière 2 intervenantes, cadrant l'intime d'une chambre à coucher. On ne peut s'empêcher d'y voir une lucarne sur le psychisme, une vue sur l'ouverture d'un inconscient qui ne peut se concevoir sans la lettre, ce dont vont pouvoir témoigner les récits. Les films de Nourit, on le sait, remettent chaque fois en jeu la question « Comment filmer la parole ?» Autrement dit, comment l'écrire ? Comment écrire ce qui reste d'insaisissable dans la parole, une part de vérité qu'elle porte et qui toujours se dérobe. Parce que la parole n'y suffit pas, il y faut ton écriture filmique, Nourit. Et celle-ci est à prendre à la lettre, comme le désir d'ailleurs, celui avec lequel tes films se fabriquent. Des films qui partagent avec la lettre
d'être à mi-chemin entre la parole et l'écrit. Voilà ta lettre, la missive que tu nous envoies, Nourit, et comme tu le sais, qu'il en va toujours d'une lettre en souffrance, la tienne nous est bien parvenue. Elle a dû passer de film en film, on pense à ton 3e film, où déjà tu avais glissé une lettre, un S cette fois-là, dans le titre, Vatersland, faisant passer la patrie au pays des pères, et aussi au film d'après, d'une langue à l'autre, dans lequel une intervenante nous racontait comment toute petite, à l'âge de 5 ans, elle essayait de transformer face au miroir son air roulé en air guttural bien plus israélien. La lettre, pas sans le père, ni la langue qu'on dit maternelle, voilà comment se compose l'alphabet de Nourit. Bon, je peux que vous remercier tous les trois. C'est vraiment émouvant pour moi. Et écoutez comment vous parlez bien, comment vous savez dire si bien les choses. On a fait des efforts. Oui, ça se voit. Et je me dis toujours, j'aimerais tellement savoir les dire aussi bien que vous, mais peut-être si je savais les dire aussi bien que vous, j'aurais pas fait les films. Bon, je vous remercie beaucoup et j'ai rien d'autre à dire. Peut-être il y a des gens dans la salle qui auront envie de dire quelque chose. Et sinon, c'est pas grave. On peut rester dans le silence. Ni Patricia, ni Hélène. Bon. Les champs de fleurs sont en Israël. Ils sont partout. C'est-à-dire qu'ils sont... Moi, la seule chose qui n'était pas prononcée et qui circule tout le temps, c'est quand même le mot en hébreu pour dire le vent, qui veut dire ruach, ruach, ruach. Et que la phrase que ruach veut aussi dire l'esprit, c'est comme ça qu'on traduit la phrase du début de la Bible. Veruach Elohim merachefet al pnei hamayim, qui veut dire le vent ou l'esprit de Dieu plane au-dessus de l'eau. Et là, bon, j'ai essayé, c'est vrai que le ruach a un rôle important dans mon film. Le vent et l'esprit sont là. Et le bras aussi, derrière. Bon, je propose, c'est très bien. Moi, je crois que c'est une très bonne idée de s'arrêter ici. Merci à vous.